J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts à retravailler. Donc, notre présentation s'intitule « Exploration des liens entre l'exposition aux langues, l'identité culturelle et les compétences linguistiques d'enfants bilingues français-anglais, une étude longitudinale ». Donc, cette étude se base sur le mémoire de fin d'études dans le cursus d'orthophonie de Romane de Mazel. Vous voyez son nom aussi sur la première slide, que Agnès et moi avons dirigé pour le mémoire. Romane est actuellement orthophoniste à Mayotte. Alors, le contexte de cette étude, c'est le développement ordinaire du langage qui est acquis dans deux langues, le français et l'anglais, chez des enfants qui sont âgés de 10 ans en CM2 et de 13 ans en 4e, et dans une école publique avec section internationale. Alors, cette étude s'appuie sur leur biographie langagière et révèle une grande diversité de profils d'enfants bilingues et des facteurs psycho- et sociolinguistiques plus nuancés et plus riches que la simple dichotomie bilingue-monolingue et qui touchent à l'environnement proprement dit, aux compétences linguistiques de ces enfants et à leur identité. Le grand objectif de cette étude, c'est de cibler des facteurs environnementaux qui jouent un rôle dans les compétences linguistiques orales de ces jeunes locuteurs et aussi dans leur sentiment d'identification aux différentes langues et cultures. Alors, nous allons revenir un petit peu là sur le cadre théorique. Donc, le développement des compétences linguistiques et d'identité de l'enfant bilingue s'effectue en interaction avec l'environnement qui l'entoure. Alors, quels sont les facteurs qu'il faut choisir dans cet environnement? Dès sa naissance, l'enfant va être exposé à une ou à des langues, et cette exposition est appelée input très souvent dans la littérature. Alors, cet input peut être mesuré de manière qualitative, donc par la richesse du langage adressé à l'enfant, ses lectures, le nombre de locuteurs qui lui parlent. Il peut aussi être mesuré de manière quantitative et il a été démontré qu'un input quantitatif important dans une langue permet de meilleures compétences linguistiques, surtout dans cette langue, surtout quand l'enfant est jeune. Alors, l'exposition, comme on a vu ce matin, peut être calculée de deux manières. L'exposition courante, qui correspond à l'exposition à un moment précis dans le présent, calculée comme pourcentage du temps passé au contact avec chaque langue au quotidien. Et puis l'exposition cumulative, qui correspond à la somme de l'exposition aux langues de la naissance jusqu'au moment présent, calculée année par année pour donner un total d'années d'exposition à la langue. Alors, selon la littérature, les environnements principaux auxquels l'enfant est exposé sont l'environnement familial, scolaire et amical. Alors, les activités qu'effectue l'enfant l'exposent à ces langues, donc la lecture, la télévision, les films, les réseaux sociaux. Et ces différents environnements vont jouer un rôle dans le développement de ses compétences linguistiques, mais ils vont aussi contribuer à la construction de son identité linguistique et culturelle. Alors, dans la revue de littérature sur l'acquisition du langage et des langues, l'âge d'acquisition des langues est un des facteurs de variabilité. Alors, autrement dit, tout dépend de l'âge auquel les langues sont proposées ou même imposées à un enfant. Et on a vu ce matin qu'il pouvait être question de bilinguisme précoce ou de bilinguisme tardif. Donc, pour rappeler rapidement, le bilinguisme précoce, c'est quand l'enfant est stimulé dans les deux langues dès la naissance. Et le bilinguisme précoce s'appellera dans ce cas-là profil 2L1, selon la terminologie d'Annie de Hoover. Ou alors, l'enfant apprend d'abord à parler une langue et très précocement une deuxième langue est acquise, souvent vers 2-3 ans. Et là, on parlera de profil L2P. Et quant au bilinguisme tardif, on note une variabilité quant à l'âge seuil dans la littérature et l'âge de 6 ans est souvent cité comme une frontière entre le bilinguisme précoce ou tardif. Quoi qu'il en soit, quand il est question de bilinguisme, les compétences linguistiques se répartissent entre les deux langues. Et c'est la raison pour laquelle
Ces deux langues doivent être prises en compte pour juger du niveau de performance d'un enfant. Et dans l'étude que nous allons évoquer avec vous, les outils d'évaluation de la performance orale sont de deux types. Une tâche narrative écologique, donc un récit en production à partir d'images, et un test de vocabulaire réceptif standardisé. Alors, sur le plan de la construction de l'identité linguistique et culturelle, l'enfant bilingue construit en parallèle son identité linguistique et culturelle, et cette identité peut se révéler complexe et impacter le rapport de l'enfant aux langues et à la communication. Et dans la littérature, on parle de différentes configurations identitaires, par exemple une excellente intégration des deux cultures, ou alors une identification davantage à une langue et à une culture plutôt qu'à l'autre, ou bien même des relations conflictuelles entre les deux. Et ce positionnement identitaire peut tout à fait être exprimé dans le langage, par les langues, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, par son choix de langue, son accent, l'utilisation des pronoms ou des marques affectives qu'il choisira selon la langue qu'il pratique. Enfin, la question de la biographie langagière est vraiment un support d'expression qui permet de rendre compte de l'identité linguistique et culturelle que se construit un enfant, car elle permet de retracer des moments dans son parcours de vie et elle permet de pointer les lieux de contact de langue de cet enfant. Et la réalisation de portraits identitaires qui est souvent utilisée en recherche peut être au service de cette biographie langagière. Alors, cette étude explore donc les liens entre les environnements langagiers de chaque enfant et leurs compétences linguistiques, puis entre les environnements langagiers et la construction identitaire. Nous avons deux hypothèses. Donc, premièrement, plus l'exposition à une langue par la famille, les lieux de vie et les activités linguistiques est forte, plus les compétences linguistiques dans cette langue sont élevées. Et deuxième hypothèse, plus l'exposition à une langue est forte, plus l'identification à cette langue et la culture qui y est attachée est forte. Alors, on va passer à la méthodologie donc, de l'étude. Donc, cette étude a été réalisée à partir de données recueillies pour une plus grande étude longitudinale qui s'appelle l'étude INEXTEB, Input et Expérience dans le développement bilingue. Donc, l'étude a lieu dans une école publique, comme elle a dit Agnès, avec des sections internationales en France. Et ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est des élèves qui sont dans la section anglophone, mais il y a d'autres sections linguistiques. Alors, pour intégrer cette section anglophone, il faut avoir un niveau d'anglais natif ou quasi natif. Alors que les compétences en français ne sont pas obligatoires, les cours de français langue seconde sont proposés aux enfants qui arrivent en France avec peu ou pas de français pour un maximum de 2 ans. Le programme de l'éducation nationale français est enseigné sur 3 quarts de la semaine et le programme britannique pour le quart de la semaine qui reste. Alors, nous avons dans cette étude 4 participants, donc 2 filles, Éline et Camille, et 2 garçons, Gabriel et Nathan, qui sont suivis donc du CM2 à la fin de la 4e. On va vous donner un mini portrait des 4 participants. Donc d'abord, Éline, elle est née en Angleterre d'une famille anglophone avec une mère anglaise, un père gallois. Elle est arrivée en France à l'âge de 9 ans. Camille est née en France, de parents franco-français. Elle a vécu en Australie entre l'âge de 6 ans et 9 ans. Elle est, voilà, entre 6 ans et 9 ans, pardon. Gabriel, il est né en France, où il a toujours vécu, d'une mère anglaise anglophone et d'un père français francophone. Et Gabriel, il a acquis ces 2 langues dès la naissance. Et enfin, Nathan, il est né en Australie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Son père est français francophone, sa mère est d'origine russe, et l'anglais a été acquis à partir de l'âge de 3 ans. Alors, passons à nos outils de recherche. Donc, pour avoir des informations sur l'environnement linguistique, on a utilisé 2 outils, donc un questionnaire parental qui a recueilli des informations
l'exposition quotidienne aux langues chaque année, les pratiques langagières selon les environnements, par exemple la maison, l'école, et selon les activités de loisirs, par exemple la lecture, les films, la télévision, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Le questionnaire de la première année a permis de recueillir des données concernant l'exposition aux langues depuis sa naissance. Et puis un entretien semi-guidé chaque année avec les enfants a été utilisé pour recueillir leur point de vue concernant l'utilisation des langues selon les contextes et les interlocuteurs, leurs préférences linguistiques pour parler et pour lire, et puis leur sentiment d'appartenance culturelle. Pour évaluer les compétences linguistiques, on a utilisé donc un test de vocabulaire réceptif dans les 2 langues chaque année, et puis un test de récit narratif oral à partir d'un album sans texte. Enfin, nous avons exploré l'identité linguistique et culturelle à partir de certains éléments issus des entretiens semi-guidés et des portraits identitaires. Nous allons maintenant regarder de plus près ces différents indicateurs en illustrant avec des données d'Eline. Alors, tout d'abord, l'environnement linguistique de chaque participant a été étudié à travers 3 éléments: l'exposition courante chaque année, l'exposition cumulative de la naissance jusqu'à l'année en cours, et puis les pratiques langagières dans les activités de loisirs. Donc, on voit ici l'exposition courante année par année pour Eline, l'anglais en bleu et le français en rouge, et on voit que son exposition courante est stable sur les 4 ans, avec une exposition dominante à l'anglais. L'exposition cumulative année par année pour Eline entre le CM2 et la 4e confirme la forte exposition à l'anglais en bleu en haut. Alors, concernant les pratiques langagières dans les différentes activités, donc vous avez vu que ça concerne la lecture, les films, les réseaux sociaux et puis les échanges de messages. Ces activités ont été mesurées dans chaque langue, donc toujours en bleu pour l'anglais et en rouge pour le français. Donc d'une part, sur les 4 années de l'étude, c'est la figure de gauche, du CM2 à la 4e, et en moyenne par activité sur les 4 ans, c'est la figure de droite. Donc on voit évidemment que c'est la couleur bleue qui domine. Donc on voit ainsi une dominance de la pratique de l'anglais et on peut rajouter 3 commentaires. Alors, les pratiques langagières tendent à se répartir de plus en plus entre les 2 langues, d'abord par les films, puis les réseaux sociaux, puis les échanges de messages au quotidien. Ensuite, les échanges de messages deviennent plus équilibrés entre les 2 langues en grandissant. Mais on peut aussi constater que la lecture plaisir reste uniquement en anglais. Alors, concernant les compétences linguistiques, on a vu qu'on les avait étudiées avec le test de vocabulaire réceptif et également avec un test de récit narratif oral en anglais et en français, avec des mesures tout à fait précises qui sont la productivité lexicale, la diversité lexicale, l'affluence et le nombre d'erreurs en utilisant le logiciel SALT. Et on a pu constater chez Eline une évolution des scores au test lexique réceptif. Et on voit que les mesures évoluent de la manière suivante. Si on compare les tests en 6e, le score de 123 est significativement supérieur au score en français qui est de 83. Ensuite, de la 5e à la 4e, l'écart entre les scores standardisés diminue, mais ils ne sont pas significatifs. Quand on fait la comparaison interlangue des récits d'Eline, alors en diversité, productivité lexicale, fluence et erreur, on met en avant 3 résultats statistiquement significatifs avec plus d'adjectifs en français, une meilleure fluence en anglais et plus d'erreurs en français qu'en anglais, qui sont détaillés notamment dans des tableaux et dans des analyses qualitatives sous ce format-là. Donc, on voit en anglais qu'il y avait très peu d'erreurs, il y avait une erreur de temps verbal, et en français, les erreurs identifiées sont essentiellement d'ordre grammatical, avec presque la moitié des erreurs sur la morphosyntaxe des verbes, notamment au niveau des temps et des auxiliaires. Alors, sur le plan d'identité linguistique et culturelle, on a utilisé un travail qui relève de l'analyse du discours avec un logiciel qui s'appelle TXM et on a noté, on a codé
les verbes à valeur affective, comme par exemple aimer, ne pas aimer, se sentir, des adjectifs appréciatifs, comme par exemple facile, difficile, compliqué, des pronoms personnels, ou des adverbes, pour voir un petit peu ce que pensait l'enfant. Et on a utilisé aussi des portraits identitaires pour faire une analyse descriptive de la représentation des langues à travers le corps, et en attribuant certains symboles et certaines valeurs à la représentation par l'aspect corporel. Alors, dans cette activité, l'enfant a commencé par lister les langues et les cultures qui faisaient partie de lui et qui le connectaient au monde. Ensuite, il a choisi une couleur différente pour chaque langue et culture. Et ensuite, il a colorié le portrait en utilisant le code couleur pour montrer comment les différentes langues et cultures jouaient un rôle dans sa vie. Et ensuite, il a expliqué oralement pourquoi il avait coloré ainsi, avant de discuter avec le chercheur pour approfondir certains points. Alors, passons aux résultats. Donc, les résultats de ces différentes analyses ont été mis en commun pour chaque participant et on va les présenter ici très schématiquement. Donc, d'abord, Eline, qui a une exposition courante et cumulative plus forte à l'anglais, comme vous venez juste de voir. Elle choisit principalement l'anglais dans ses activités. Ses compétences linguistiques sont globalement meilleures en anglais sur les différentes tâches. Elle reste très attachée à sa culture britannique, mais s'identifie de plus en plus à la culture française. Camille a une exposition courante et cumulative plus forte au français. Néanmoins, elle réalise certaines activités en anglais, la lecture, les films, les réseaux sociaux. Ses compétences linguistiques semblent être meilleures en français, en fluence de récit et en productivité lexicale. Elle a intégré une part de culture australienne, mais affirme ses origines et son identité française. Gabriel, qui a toujours vécu en France, a une exposition courante et cumulative plus forte en français. Il réalise certaines activités en anglais, notamment la lecture systématiquement. Ses compétences linguistiques en fluence des récits semblent être meilleures en français, mais la productivité, la diversité lexicale et les erreurs commises témoignent de meilleures performances en anglais. Il s'identifie de plus en plus au fil des années à l'anglais et il se projette dans un avenir anglophone. Enfin, Nathan, qui a une exposition courante et cumulative plus forte en français, malgré ses années passées en Australie, choisit toutefois majoritairement l'anglais dans ses activités de loisirs. Ses compétences linguistiques s'équilibrent entre les deux langues, mis à part pour la productivité lexicale qui est meilleure en anglais. Il s'identifie clairement comme australienne, tout en précisant que le russe et le français sont aussi très importants pour lui. On va regarder très rapidement, pour illustrer un peu plus en détail ces résultats, quelques éléments par rapport à Nathan. Donc, exposition plus importante au français qu'à l'anglais. Il parle avec une très grande affection de son attachement à l'Australie et à l'anglais à travers les verbes comme adorer, préférer, des verbes qui montrent son identité. Je suis australien, je suis fier d'être australien. À travers aussi des adverbes, des adjectifs et aussi les pronoms. Il parle de son pays, mon pays, l'Australie, par rapport à l'autre pays qui est la France. Alors, par rapport à la discussion, première hypothèse, partiellement validée. Il se trouve qu'une exposition forte à une langue, mesurée par l'exposition courante et cumulative, est liée à des compétences linguistiques élevées dans cette même langue chez Eline et chez Camille. En revanche, chez Nathan et chez Gabriel, une exposition forte à une langue, bon, c'était le français, n'est pas liée à des compétences plus élevées en français. Donc, leurs compétences linguistiques sont même plus élevées en anglais sur certains points. On peut imaginer que leurs compétences en anglais sont renforcées grâce à leur exposition à l'anglais dans leurs activités, qui est sans doute qualitativement riche, en particulier avec la lecture, ce qui pourrait contrebalancer leur exposition quantitativement moindre à l'anglais. Deuxième hypothèse est aussi partiellement validée. Donc, une exposition forte à l'anglais chez Eline va de pair avec une identification forte à l'anglais et à la culture britannique. Et une exposition forte au français chez Camille va de pair avec un sentiment d'identitaire fort envers la langue et culture française.
Toutefois, on voit une dissociation entre l'exposition plus forte au français chez Gabriel et Nathan et leur sentiment d'identification fort aux cultures anglaises et australiennes. La langue qu'ils choisissent pour leurs activités semble souvent correspondre à la langue à laquelle ils s'identifient ou souhaitent s'identifier, et ce désir d'identification est très marqué chez Gabriel et Nathan. Alors, pour conclure, ce travail ouvre de nombreuses perspectives. D'abord, la première, c'est que les entretiens et les questionnaires parentaux et les entretiens avec l'enfant sont vraiment des outils à intégrer pour mieux comprendre les liens affectifs avec chaque langue qui peuvent avoir un impact sur le développement des compétences psycholinguistiques. Et de plus, il serait vraiment intéressant de poursuivre l'exploration des compétences linguistiques de ces participants dans les narrations de manière approfondie et longitudinale comme cela a été fait, et peut-être en allant sur le versant du langage écrit, mais nous n'avons pas de corpus écrit dans l'étude INEXTEB, des écrits produits à l'école dans des conditions écologiques avec une collaboration auprès des enseignants pourrait apporter des données complémentaires et très pertinentes pour une autre étude. Il serait aussi intéressant d'étudier davantage l'exposition qualitative aux langues à l'école et en dehors de l'école, sachant que le discours des enseignants peut avoir un impact très important sur les pratiques qui ont lieu en dehors de l'école. Par exemple, que dit l'enfant sur ses sentiments vis-à-vis de la lecture dans chaque langue, le livre, le type de livre qu'il aime lire, les plaisirs, les difficultés vis-à-vis de la lecture dans chaque langue, comment encourager l'enfant à lire. On peut aussi réfléchir au type de livres proposés à l'étude à l'école qui auront un impact sur sa motivation à lire, à prendre du plaisir à lire, et les listes de livres proposées pour la lecture plaisir pendant les vacances. Selon un grand nombre de participants dans le projet INEXTEB, les livres en français sont souvent décrits par les élèves de tous les âges comme ennuyeux ou classiques, alors que ceux en anglais seraient passionnants avec des thématiques qui parlent aux jeunes, rédigés dans un style qui plaît. Du coup, les enfants disent souvent qu'ils lisent pour le plaisir en anglais et pour le travail en français. Quel type d'expositions sont proposées en classe? Quel type d'activité? Quel type d'interaction élève-élève, enseignant-élève? Qu'en est-il des activités sur les réseaux sociaux? Quel choix de langue et quel type d'activité? Vous voyez donc qu'il reste beaucoup de questions en suspens, mais cette étude a montré l'importance d'écouter la voix de l'enfant afin de mieux comprendre sa biographie langagière, le développement de ses sentiments identitaires et ses motivations vis-à-vis de ses langues et cultures. Nous vous remercions pour votre attention.